par nous-mêmes. Donc, première chose, des stocks essentiellement atmosphériques, mais on voit également, donc si on oublie l'océan ici, qui n'est pas tellement notre propos, que les stocks dans les sols sont assez importants, et notamment dans la matière organique des sols ici. Que ici aussi, vous voyez, la biomasse microbienne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un tout petit stock, mais c'est aussi un stock qui, qualitativement, va être très important, parce que c'est elle qui va opérer toute une grosse partie des transformations de l'azote dans les systèmes, de même que la biomasse animale. Et puis, oui, la dernière chose que je voulais mentionner sur ce graphique-là, c'est que contrairement au graphique précédent, pour le carbone, on parlait de CO2 et quasiment que de CO2. Dès qu'on parle d'azote, on va parler d'une multitude de formes. Et bien évidemment le N2 dans l'atmosphère, mais après, dans les systèmes agricoles, dans l'atmosphère, dans les sols, dans les eaux ici, on va parler d'oxyde d'azote, NO, NO2 pour l'inox, N2O, le protoxyde d'azote, donc gaz à effet de serre, l'ammoniac ici, et puis des composés un peu plus atypiques, tels que l'acide nitreux, l'acide nitrique qu'on va trouver, le peroxyde d'azote, etc. Et puis bien évidemment dans les eaux, le nitrate, dont on parle souvent quand on parle de qualité de l'eau, et l'ammoniac. Donc ça c'est dans les eaux, dans les océans, mais également dans les rivières. Voilà, donc voilà, un réservoir atmosphérique énorme, une grande diversité de formes de réactifs. Et la dernière chose, ce sont des transferts assez importants à différentes échelles. Il y a pas mal de flèches horizontales ici. L'azote se transfère aussi beaucoup à l'échelle du globe, soit par les eaux, soit surtout par l'atmosphère. Alors là, je reprends un graphique qui ressemble un petit peu à celui qu'a présenté Christian tout à l'heure. Il faut dire que je n'ai pas mis la liste des auteurs complètes, mais Gilles Billen est un peu derrière ce graphique aussi, il aime beaucoup ça. Ceci étant, ce sont des graphiques qui sont assez parlants en général. Vous avez deux, je descends un petit peu d'échelle, tout à l'heure on avait les chiffres globaux, là on arrive à l'échelle de l'Europe, dans le cadre d'une opération qui est l'European Nitrogen Assessment, qui a été conduite à la fin des années 2010, avec à peu près 200 chercheurs européens. Et là, les bilans d'azote à l'échelle européenne ont été comparés, évalués ici pour l'année 1900. Donc en gros, avant la découverte du procédé Haber-Bosch qui permet la fabrication de masse des engrais, et avant le vrai démarrage de la révolution industrielle, et un bilan, même chose, autour des années 2000. Alors ce qu'on voit ici, c'est que, vous voyez, vous avez en vert ici le cycle naturel de l'azote. C'est le cycle de l'azote dans les écosystèmes naturels, dans les écosystèmes forestiers. Vous avez en bleu ici tout ce qui est des flux d'azote, un cycle avec des flux d'azote qui sont intentionnels. C'est-à-dire qu'en agriculture, on apporte des engrais pour la production végétale. Avant, en 1900, on apportait surtout des matières organiques qui contenaient de l'azote, mais c'est une action intentionnelle pour soutenir la production végétale. Et en orange ici, vous avez des flux non intentionnels. Quand on apporte de l'azote sur une surface agricole, il y a du nitrate qui va partir dans les eaux, il y a de l'ammoniac qui va partir dans l'atmosphère. Ce n'est pas ce qui est voulu. On veut donner en fait l'azote à la plante, pas à l'atmosphère ni aux eaux. Voilà. Et donc, ça, c'est souvent des fuites vers l'environnement qui posent des problèmes par rapport à l'environnement. Donc, vous voyez qu'en 1900, il y a un cycle ici, un cycle naturel avec des apports par la fixation biologique, par des organismes fixateurs, qui sont des bactéries qui sont capables de fixer l'azote de l'atmosphère et le transformer en azote ammoniacal et donc le rendant ainsi disponible pour les végétaux et pour les animaux. Donc voilà ce cycle-là, et puis vous voyez que le cycle agricole ici, il est essentiellement alimenté par de la fixation également symbiotique. J'aurais pu mettre ici BNF aussi, la fixation symbiotique biologique ici. Ce sont des cultures telles que les légumineuses, de la luzerne, du trèfle, etc., qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique et de les transférer vers le sol. Voilà, et puis après, donc un petit peu de transport atmosphérique, mais relativement peu de choses. Et puis, pour passer de là à là, on voit qu'on a trois choses essentielles qui vont changer. La chose principale, c'est cette colonne-là, qui n'existait quasiment pas ici. Vous voyez, les apports par les engrais, donc c'est le procédé Haber-Bosch dans les années 1910-1920 qui vont permettre la production massive
d'engrais azotés pour la production agricole qui vont rentrer finalement dans ce système-là et vont produire beaucoup d'excédents. C'est également la combustion, toutes les combustions de combustibles fossiles, pour la production d'énergie, des moteurs des voitures, etc., qui vont augmenter les teneurs en oxyde d'azote dans l'atmosphère, qui vont arriver par retombée atmosphérique sur les écosystèmes. Et puis vous avez une dernière chose qui est importante aussi, c'est les importations. L'Europe importe beaucoup d'aliments pour le bétail, et donc ça c'est une source tout à fait importante également. Vous voyez, à peu près un tiers des fertilisants en termes de quantité d'azote, donc c'est quelque chose de tout à fait significatif. Voilà, donc ces cycles-là, vous voyez qu'ils sont quand même, dans les deux cas, mais pas plus particulièrement dans le deuxième cas en 2000, très fortement marqué par les activités agricoles. Et c'est un cycle qui aujourd'hui est très perturbé par les activités anthropiques. Dans le cycle de carbone que je vous ai montré tout à l'heure, on estime que le cycle du carbone il est perturbé à 10%, enfin à peu près. Bon, je ne saurais pas trop vous dire ce qu'il y a derrière exactement, enfin, c'est 10% finalement qui sont apportés en plus par les activités humaines, alors que le cycle de l'azote il est perturbé à plus de 80%. Donc il est essentiellement marqué par les activités humaines et en particulier la production. Bon, alors si on va, je vais aller assez vite quand même, j'ai déjà dû passer pas mal de temps là-dessus. Si on regarde un peu plus en détail, comme tout à l'heure, ce qui se passe à l'échelle de la parcelle, vous avez toujours mon compartiment plante ici, avec éventuellement de l'azote qui arrive par les engrais ou par la fixation symbiotique, les résidus, la partie racinaire, la matière organique du sol ici. Et vous voyez que dans le sol, on se produit tout un ensemble de transformations de cet azote qui est apporté en général par la fertilisation minérale essentiellement sous deux formes, la forme ammonium ici et la forme nitrate, c'est ce qu'expriment ces deux flèches violettes ici. Et les micro-organismes du sol, par nitrification et dinitrification, vont transformer ces formes-là. L'ammonium va être oxydé en nitrate ici, et cette oxydation peut produire des émissions de monoxyde d'azote et de protoxyde d'azote, les gaz qui nous intéressent, et surtout la dénitrification ici. Oui, donc ça c'est une réaction d'oxydation, donc ça se produit en conditions oxydantes, lorsque les sols sont bien aérés, alors que la dénitrification ici va se produire essentiellement en conditions réductrices, lorsque vous avez des excès d'eau au niveau des sols, les micro-organismes ne peuvent plus utiliser l'oxygène pour la respiration, ils vont utiliser le nitrate, ils vont le décomposer, et ils vont produire du protoxyde d'azote et du N2. Alors quand on arrive au N2, il n'y a pas de problème, on a bouclé le cycle d'azote qu'on a ici, et finalement on a dépollué le système. Par contre, lorsqu'on s'arrête là, et le système peut s'arrêter là, puisque le N2O présent sous forme gazeuse, il peut s'échapper dans l'atmosphère, on produit un gaz à effet de serre. Donc voilà, là-dedans, pour résumer ce qui se passe au niveau du cycle d'azote, des processus biologiques clés, la fixation symbiotique donc, qui fixe le diazote de l'atmosphère, la dénitrification, et en 1900, d'accord. En 1900, il restait à peu près, en gros, le cycle d'azote était un équilibre entre fixation symbiotique et dénitrification. Et puis, des processus internes au niveau du sol qu'on retrouve dans tous les écosystèmes. Et donc tout ça, ce sont des processus qui sont biologiques, oui, j'ai oublié le biologique, des processus biologiques, mais qui sont contrôlés par des facteurs abiotiques, température, teneur en eau, etc. Je ne l'ai pas illustré ici, vous avez une petite vache ici simplement, mais dans le cas du cycle d'azote, la question de l'élevage est absolument primordiale, parce que en France, 75% à peu près, 75-80% de l'azote qui est utilisé en agriculture est utilisé pour l'élevage, pour produire des fourrages, pour produire du grain, pour produire de la viande, du lait, des œufs, etc. Donc c'est quelque chose de considérable dans le bilan d'azote de l'agriculture. L'élevage est absolument important. L'animal d'élevage est un transformateur. Il va transformer en fait un végétal en cahier d'azote et qui est stable dans ses excréments des formes d'azote qui, elles, sont beaucoup plus labiles et vont pouvoir aller polluer l'environnement. Et puis, bien évidemment, on l'a vu, la production industrielle, qui est un élément essentiel. Et puis, dernière chose sur l'azote. L'azote est également un élément qui est très mobile, qui se distribue spatialement dans l'espace, donc il y aura des transferts latéraux très importants. Et ça veut dire simplement ce graphique que l'azote émis
dans une exploitation agricole vers l'atmosphère ou vers les eaux va pouvoir se retrouver dans les écosystèmes forestiers, dans les écosystèmes lacustres, dans les cours d'eau, dans l'océan, etc. Ça veut dire que cette dimension spatiale, elle est absolument essentielle à prendre en compte parce que tout l'azote qui va arriver ici, tout l'azote qui va arriver dans ces écosystèmes peut lui-même être transformé et produire des émissions de N2O. Et on parle d'émissions indirectes de N2O, j'ai un petit problème, voilà, c'est mieux comme ça. Simplement pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de marginal, mais les émissions indirectes de N2O, telles qu'on les estime aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 à 40% des émissions totales de N2O dans le domaine agricole. Sachant que les émissions de N2O dans le domaine agricole, c'est 80, Étienne veut le ramener tout à l'heure, plus de 80% du N2O produit sur les territoires français. Bon, je passe rapidement sur le méthane. Je n'ai pas de cycle global du méthane parce que j'y connais rien. J'espère que Mélinda vous en parlera un peu demain. On verra, je ne vais pas trop lui envoyer la balle. Mais... Juste cette première diapo pour rappeler que le méthane, lorsqu'on parle de méthane, c'est essentiellement un problème d'élevage. 75% du méthane émis en France provient des activités d'élevage avec deux postes principaux, la fermentation entérique des ruminants et les déjections animales. Donc l'élevage est en première ligne, la fermentation entérique des ruminants, ce sont des processus complètement naturels. C'est le processus de digestion du ruminant qui va produire de l'hydrogène et qui lui-même va être transformé en méthane par interaction microbiologique avec d'autres éléments. Et la vache va éructer ce méthane. C'est la source essentielle de méthane au niveau de la France, de l'Europe, et je crois aussi également au niveau mondial. Et puis l'autre chose, ce sont les effluents. Les effluents animaux ici sont souvent compactés, peu aérés, stockés dans des fosses de stockage ici ou dans des tasses de fumée compactées. Et ces conditions anoxiques, assez très réductrices, vont être favorables à la production de méthane. Ça, c'est la deuxième chose. Juste un point d'information, c'est qu'on pourrait également considérer le cas des sols. Les sols émettent du méthane, c'est le cas des rizières. Pour les pays d'Asie du Sud-Est, c'est quelque chose, c'est un poste important. Mais chez nous, en fait, ces postes représentent des surfaces finalement assez peu importantes. Et donc, les sols, si on fait un bilan global, ces sols ne sont pas une source de méthane, puisque les sols eux-mêmes sont capables d'absorber et d'oxyder du méthane et de le transformer en CO2. Et puis là, je ne le mentionne pas plus que ça, mais le méthane, l'autre côté du méthane, c'est la méthanisation et la production d'énergie par méthanisation. Et ça, on verra ça demain. Alors, je passe là-dessus. Voilà, donc deuxième point, quatrième point, l'échelle d'exploitation agricole. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord. Je vous ai présenté des choses à la fois à l'échelle globale, à l'échelle d'un continent, à l'échelle d'une parcelle agricole. Tout ça, finalement, ce sont des entités spatiales. Mais dans le domaine de l'agriculture, les choses ne se passent pas de manière aussi simple que ça. Et les choses sont beaucoup plus organisées. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'activité, ces parcelles et les décisions au niveau de ces parcelles, etc., sont gérées par un agriculteur et en fonction du système de production, du type de production auquel il veut arriver. Donc c'est absolument essentiel de considérer cette dimension parce que c'est là que l'agriculteur va faire des choix stratégiques à moyen et long terme et va faire également des choix tactiques pour prendre des décisions, répondre à tel événement climatique ou à tel événement, à telle évolution des cours sur les marchés, etc. Et le deuxième élément qui est important, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé de choses qui se passaient à l'échelle d'une parcelle comme si elle était complètement coupée du monde, mais en fait, il faut considérer finalement le lien en fait, avec ce qui se passe entre cette parcelle et le reste du monde, c'est-à-dire que par exemple, l'engrais qui a été appliqué sur la parcelle, il ne vient pas de nulle part, il a été produit par une industrie, et lui-même, la production de cet engrais a produit des gaz à effet de serre. De même que le tracteur qui va épandre l'engrais a été produit quelque part, et sa fabrication a consommé et a émis des quantités de gaz à effet de serre. Alors, pour vous présenter ça très rapidement, j'ai utilisé quelques diapos qui viennent d'un outil qui a été développé par la société Solagro en lien avec l'ADEME ici. C'est un outil qui a été mis au point pour calculer les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation agricole. Vous voyez cet outil qui prend en compte ici les émissions de gaz à effet de serre telles qu'on les voit ici, mais également qui va prendre en compte les consommations d'énergie directe ici, le fuel consommé par le tracteur, l'électricité consommée, etc. Et puis il va prendre également les énergies indirectes,
à savoir les énergies qui ont été utilisées pour fabriquer les engrais, les intrants, que ce soit le matériel, que ce soit les engrais, les semences, les produits phyto, etc. Et donc c'est le bilan de tout ça que fait ce bilan de la planète, parce que c'est finalement le bilan global de l'exploitation. Voilà, pour les consommations directes, je passe rapidement dessus, hein, c'est le fuel, l'électricité, mais c'est également l'achat d'aliments, hein, c'est des aliments, c'est les achats d'engrais, etc., la fabrication des matériels, etc. Et puis là, on compare trois systèmes. On compare trois systèmes ici, un système de grande culture, un système de bovins pour la production laitière, un système de production porcine. Et vous voyez pour différentes rubriques ici, vous voyez que les systèmes présentent des camemberts très très différents. Avec ici, pour les grandes cultures, le poste essentiel en termes de consommation énergétique, ce sont les engrais, parce que la fabrication des engrais, pour fabriquer de l'ammoniac, en fait, on brûle du gaz naturel, donc ça consomme énormément d'énergie, c'est un poste essentiel. Alors que ce poste est plus faible ici pour les bovins laits, par contre, le poste d'événement achat-aliment est plus important, et il est encore plus important ici pour les porcins qui dépendent souvent beaucoup plus de ressources externes que ne dépendent des systèmes bovins qui bénéficient souvent en fait de nourriture, de pâturage, etc. Vous voyez qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, pour les systèmes de grande culture, le gaz essentiel ici c'est le N2O, le reste étant produit par la combustion de combustibles fossiles ou par les émissions indirectes. Alors que pour les systèmes d'élevage, c'est le méthane ici, mais c'est également, pour moitié de ce qui reste, le CO2 et le méthane. Voilà, donc juste, je vais tâcher de parler très rapidement de ça. Bon, ça c'est un peu mon tropisme personnel, j'ai beaucoup travaillé sur les questions relatives à la qualité de l'air, etc. Et donc, quand on reprend ici ce graphique qui montre ici comment se construit le pouvoir radiatif global. Ici, donc, on voit ce dont je vous ai parlé, le N2O, le CO2, le N2O, le méthane ici. Mais ce n'est pas la même chose, il y a bien d'autres choses dans ce graphique produit par l'IPCC, le GIEC, ici. Il y a d'une part tout ce qui touche ici à l'ozone. L'ozone dans la troposphère est un gaz à effet de serre important. Vous voyez ici ce qui représente ici globalement quelque chose qui est équivalent, qui est presque équivalent au méthane ici, mais c'est un gaz à courte durée de vie. Si on voulait aller jusqu'au bout des choses, il faudrait considérer également les évolutions de l'albédo de surface, et là l'agriculture a quelque chose à dire, l'agriculture et la foresterie, parce que c'est l'état de la surface qui crée cet albédo, l'albédo étant la fraction du rayonnement qui est réémis dans l'atmosphère. Et puis troisième chose, il y a tout ce qui concerne les aérosols. Et dans ces trois domaines-là, donc l'agriculture a quelque chose à dire. Bon, je vais aller. Bon, pour expliquer rapidement les mécanismes pris en compte, vous avez ici donc une zone agricole à côté d'une zone urbaine. On va surtout parler de la zone rurale ici. Cette zone rurale ici, ces cultures agricoles émettent de l'ammoniac du fait de la fertilisation azotée, émettent des composés organiques, émettent des oxydes d'azote, émettent des composés organiques volatiles, et tous ces composés interagissant ensemble peuvent d'une part former des particules fines. Aujourd'hui, on en parle beaucoup d'un système agricole, notamment des particules fines d'origine ammoniacale, qui sont des particules qui vont réfléchir au rayonnement atmosphérique, donc qui vont diminuer le pouvoir radiatif global. C'est un réfléchissant du rayonnement solaire. Ça va avoir un effet refroidissant. Ces particules fines, mais également les gaz présents dans l'atmosphère, vont contribuer à des dépôts atmosphériques, et donc des dépôts atmosphériques sur les écosystèmes qui vont augmenter les capacités de photosynthèse du système, qui vont augmenter la production végétale. Donc là, c'est également encore un effet finalement positif au changement climatique, un effet refroidissant. Ça va favoriser le stockage de carbone dans le sol. Par contre, ces composés, en particulier les NOx ici, les CO2 biogéniques, vont produire de l'ozone dans l'atmosphère, dans la troposphère, pas dans la stratosphère, dans la troposphère ici, qui est un gaz à effet de serre, donc avoir un effet négatif sur le réchauffement, qui va augmenter le réchauffement. Et puis en plus, l'ozone, ça va affecter
C'est un gaz très oxydant qui va affecter les capacités photosynthétiques des écosystèmes, qu'ils soient agricoles ou forestiers. Et là, contrairement à dépôt atmosphérique, ça va provoquer une baisse de la photosynthèse et ça va encore aggraver cet effet négatif. Je passe ça et on en arrive à un bilan ici, moi je le trouve intéressant, essentiellement par rapport à l'azote, c'est que si on fait un bilan des interactions entre azote utilisé en agriculture et combustion, etc., et changement climatique, on a différentes cases. On a la première case à laquelle on pense d'abord, c'est les émissions de N2O, ici, qui est un effet réchauffant. On vient de le voir, la production d'ozone troposphérique, qui est également quelque chose d'important. Ça va aggraver le réchauffement. Et puis à côté, on a deux cases ici, les dépôts d'azote atmosphérique qui ont un effet plutôt refroidissant, les particules qui vont réfléchir le rayonnement solaire qui ont un effet plutôt refroidissant. Ils ont fait le bilan de tout ça ici. On a un bilan qui est à peu près nul. Ça ne veut pas dire qu'on peut apporter de l'azote comme on veut, parce que bien évidemment, tous ces effets sur le climat ici s'équilibrent. On a un bilan à peu près neutre. Mais ce qui va équilibrer ces effets négatifs ici, ce sont des dépôts d'azote sur les écosystèmes qui ont un effet important sur la santé et sur la biodiversité, donc des coûts très importants. Et les particules, on le sait bien évidemment, en termes de quand on s'intéresse à la production d'air, ça a des effets très négatifs sur la santé. Donc les coûts sociétaux ici, de ces effets un peu neutralisants, sont très importants et sont beaucoup trop importants pour qu'on puisse quelque part prendre ça en compte. Et pour finir, donc, j'ai voulu insister sur le fait que on parle de relations ambivalentes parce que l'agriculture est une activité impactante pour le climat, mais également impactée. L'agriculture est un émetteur de gaz à effet de serre, mais fait aussi partie des solutions par le biais du stockage de carbone. Et puis ambivalent aussi parce qu'on est entre nature et action humaine. C'est toujours tout ce que je vous ai présenté sont des processus naturels qui se produisent dans les écosystèmes agricoles et forestiers et les écosystèmes naturels, mais avec des actions anthropiques tout à fait importantes. Voilà, et puis bon, je passe pour la fin, puis juste, je me suis quand même posé la question, là je vous ai présenté beaucoup de choses par rapport à l'agriculture du Nord, bien évidemment, mais il faut se poser la question par rapport à l'agriculture du Sud, dans lesquelles les contextes sont très différents et les problèmes aussi importants, sinon beaucoup plus que chez nous. Je vous remercie, excusez-moi pour avoir fait ces